Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Tous les mardis de midi et demi à 13 h en direct sur Décideur TV et MyTF1 News, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question du bien-être au travail avec la sortie la semaine dernière du classement Great Place to Work 2014. Nous avons à nos côtés pour en parler Patrick Dumoulin. Patrick Dumoulin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de l'Institut Great Place to Work en France. Celui-ci a été créé en 2002 et donc depuis 12 ans, vous éditez des classements. À propos du bien-être des entreprises, donc le classement des entreprises où il fait bon travailler en France. Et nous avons également à nos côtés Edouard Mandelkern. Edouard Mandelkern, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Davidson Consulting, donc un cabinet de conseil en conduite de projet, gouvernance et supply chain management. Vous intervenez dans des secteurs assez variés, télécommunications, finances, transport, énergie. Vous avez été créé en 2006 et vous comptez aujourd'hui plus de 1100 collaborateurs. Alors, votre venue ici n'est pas un hasard puisque Davidson Consulting est la première entreprise au classement Great Place to Work en 2014. Mais alors tout d'abord, Monsieur Dumoulin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce classement? Tout à fait. Donc Davidson Consulting que vous accueillez aujourd'hui avec moi est la première entreprise française à être numéro 1 au palmarès des entreprises de plus de 500 salariés. Donc depuis la création du classement, c'est la première fois qu'une entreprise française est récompensée. Absolument. Et nous avons deux palmarès, plus de 500 et moins de 500 salariés. Donc c'est une grande première cette année. C'est une grande première cette année. Alors, Monsieur Mandelkern, qu'est-ce que ça vous fait d'être premier à ce classement et en plus premier français pour la première fois à ce classement? Ça nous fait toujours une immense joie d'abord et puis un grand honneur quand on voit les sociétés qui sont juste derrière nous au classement, qui sont pour certaines des grands noms comme PepsiCo, comme Microsoft, et qui ont évidemment une taille sans comparaison avec la nôtre. On est un peu les petits poussets de ce classement, le petit pousset français qui plus est. Et on n'a pas évidemment les mêmes moyens que certains pour animer une entreprise où il fait bon vivre. Et on en est donc d'autant plus heureux d'être en tête de ce palmarès. Surtout que votre cabinet est un peu original parce que sa particularité, c'est que vous avez un management horizontal avec une hiérarchie presque inexistante. C'est bien ça? Oui. Avant de vous répondre, je voulais préciser une deuxième raison pour laquelle on est particulièrement heureux d'avoir ce prix. Il en existe beaucoup, des prix de management, des prix de RH, de recrutement, mais c'est le seul, à ma connaissance, Patrick, qui interroge directement les salariés. C'est quand même la spécificité de l'Institut Great Place to Work, c'est donc de sonder nos salariés et les salariés de nos confrères concurrents, en tout cas ceux qui sont au palmarès, contrairement à ce que je dis, de sonder l'ensemble, la totalité des salariés et de façon anonyme. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès, nous ne sommes même pas destinataires du reste du sondage, c'est l'Institut qui les traite. Donc je rebondis sur cette question. Monsieur Dumoulin, en fait, ce n'est pas vous qui avez décidé de classer en première position Davidson Consulting, mais ce sont ses salariés. Non, vous avez raison de me poser cette question. C'est jamais l'Institut Great Place to Work qui va décider de classer en premier. La méthodologie est telle qu'effectivement, nous interrogeons l'ensemble des salariés à partir d'un certain nombre de salariés et qu'effectivement, c'est le taux de réponse positive au questionnaire de Great Place to Work qui comprend 59 questions qui fait que l'entreprise va être éligible ou non au palmarès. D'accord, alors je reviendrai un tout petit peu plus tard sur ma question sur le management horizontal parce que comme vous le savez, c'est une émission où les internautes peuvent poser leurs questions en direct. Et Gabriel nous demande, donc pour rebondir sur votre question, quels sont les critères de ce classement? Donc peut-être un peu plus précisément, est-ce que c'est le salaire, est-ce que c'est les infrastructures, est-ce que c'est... Alors peut-être que Gabriel n'est pas encore dans une entreprise où il fait bon travailler, ou peut-être l'y est-il. Donc quoi qu'il en soit, deux choses. Donc la première, c'est ce fameux questionnaire Great Place to Work qui s'appelle le Trust Index. Donc c'est que ces 59 questions, on va mesurer trois choses. Est-ce que les salariés ont confiance dans leur management? Est-ce qu'ils sont fiers de leur travail, de leur entreprise? Et est-ce qu'ils apprécient l'ambiance conviviale qui règne? Ça, ce sont les trois choses. La deuxième partie de l'évaluation, ça va s'adresser à l'entreprise. On va évaluer les pratiques managériales
Donc on va s'intéresser au recrutement, à l'accueil des salariés, à leur évolution. Et donc les deux éléments combinés font que nous allons établir le palmarès de Great Place to Work. Alors parmi les thèmes que vous évoquez, bien sûr, la reconnaissance, qu'elle soit matérielle ou non matérielle, le site de travail, l'organisation, bien sûr, vont être prises en compte. Et alors Léa nous demande pourquoi McDonald's est-il dans le classement? Les employés n'ont pas l'air spécialement heureux. Alors, chère Léa, merci pour votre question, parce que systématiquement, quand j'interviens, on me pose cette question. Alors, McDonald's est pour la 11e année consécutive au palmarès de Great Place to Work. Donc, il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, il n'y a jamais de hasard dans le classement de Great Place to Work. Mais pourquoi McDonald's est au palmarès de Great Place to Work par rapport à ce que je viens d'évoquer, confiance, fierté, convivialité? Et c'est vraiment les trois piliers du classement. Absolument, les trois piliers du modèle Great Place to Work. Trois piliers du modèle Great Place to Work. Et chez McDonald's, peu de monde le sait, c'est la capacité à pouvoir développer les salariés qui y travaillent. C'est-à-dire que beaucoup de gens commencent en bas et montent dans les hiérarchies. Beaucoup de gens peuvent accéder à des directions d'établissements, voire être propriétaires de restaurants. Et puis, c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses pour la valorisation aussi, par exemple, des acquis de l'expérience. Donc, ce n'est pas une surprise, ma chère Léa, de trouver McDonald's en France et dans beaucoup de pays au palmarès de Great Place to Work. C'est donc dans d'autres pays également c'est plébiscité. Donc le modèle McDonald's marche partout dans le monde. Absolument. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant donc, sur la question du management horizontal chez Davidson Consulting. Le management horizontal avec une hiérarchie quasi existante, pour une structure qui compte quand même plus de 1000 employés, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Ça suppose, d'abord, ça part d'un constat que l'on a pu, mes associés et moi, vivre dans une vie antérieure, qui est que dans les grands groupes, dans certains grands groupes en tout cas, la pesanteur liée à la hiérarchie, aux multiples signatures pour acheter un stylo Bic, je crois que c'est une anecdote ou des choses qui sont arrivées. C'est un exemple assez révélateur. Et je pense dans une anecdote dans laquelle se retrouveront beaucoup de gens qui en font partie. Et nous-mêmes, quand on contracte avec certains grands groupes, on voit une enfilade de signatures des N+14. Mais on s'est dit, bon, nous, on a envie d'autre chose, nous-mêmes. Et puis, on a pensé que nos salariés aussi auraient envie de plus de réactivité pour être, eux, davantage autonomes. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour nous, collectivement, être plus réactifs face au marché. Parce que le marché, en tout cas le nôtre, il n'attend pas, il est très rapide. Et donc la réactivité du management, c'est un facteur du bien-être des salariés? Je pense que lorsque un salarié propose une initiative, comme ça a été le cas récemment chez nous, de constituer un espèce de concours en interne sur un projet personnel ou un projet professionnel, que l'on puisse chez Davidson, en tant que salarié, proposer un projet professionnel ou un projet perso, et que l'on a envie de se faire financer, bref, de participer à un concours interne, quand on a ce genre d'initiative, eh ben, on n'a pas envie d'attendre 3 mois ou jamais pour avoir une réponse, positive ou négative d'ailleurs, parce que, évidemment, c'est pas les bisounours chez nous, on ne peut pas tout faire. Mais en tout cas, on essaye de répondre rapidement. Et au niveau de la réactivité, est-ce que vous pouvez nous parler des one-minute management? Donc, c'est donc en fait un moment où vous pouvez régler en direct les problèmes que vous pouvez rencontrer avec un salarié. Enfin, quand je dis problème, ça peut être une incompréhension ou ce genre de choses. Ce qui permet donc plus de réactivité et d'éviter de faire traîner les choses. Oui, c'est la même logique que celle qu'on évoquait à l'instant. Le one-minute management, c'est de dire il n'y a pas besoin de réunionites, de grandes commissions, sous-commissions, débriefing, briefing puis débriefing, etc. pour arriver à une décision. C'est lorsqu'un sujet, que ce soit une initiative comme j'en ai parlé ou problème, se pose, de pouvoir réagir rapidement. Parce que quand il se pose, généralement, il est pané la veille. Donc, nous, le management, notre rôle, je pense, pour faciliter la vie des salariés, c'est de répondre rapidement. Le deuxième aspect du One-Minute Management, c'est un livre américain qui est ancien, de management, on ne l'a pas inventé, c'est en fait, d'attendre les salariés au tournant, non pas dans le sens négatif de l'expression française « attendre quelqu'un au tournant », mais au sens positif, c'est-à-dire lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien,
de pouvoir le féliciter. D'accord. Mais à l'inverse, en savoir direct. recadrer si c'est mal fait. À propos du management, Monsieur Dumoulin, est-ce que toutes les entreprises présentes dans le classement Great Place to Work ont les mêmes techniques de management ou il y a une diversité de fonctions de management qui marchent? Non, chaque entreprise est unique. Donc la culture de Davidson Consulting n'est pas la même que celle de PepsiCo. Par contre, transversalement, on retrouve certaines choses. C'est-à-dire des dirigeants, des leaders qui s'intéressent vraiment à leurs salariés, qui ont envie que leurs salariés soient bien dans leur travail, et donc ce qui va entraîner par ricochet beaucoup d'aspects positifs et de conséquences positives. Alors, Jean-Noël vous pose une question, Monsieur Mandelkern. Comment expliquez-vous être en tête? Donc, on y a partiellement répondu. Mais qu'avez-vous de plus que les autres entreprises? Un grain de folie. Un grain de folie. Un grain de folie, Jean-Noël. Un grain de folie, du reste, qui est partagé par ceux qui ont construit Davidson depuis 8 ans, depuis 2006. Et je pense principalement à mon associé Bertrand Bailly, mais également à tous ceux qui y ont contribué. Permettez-moi de citer juste les prénoms de Gabriel, je pense que ce n'est pas lui qui a posé les questions tout à l'heure, de Adrien, de Geoffrey, de François, d'Aurélie, d'Anaïs, de Stéphanie et d'Angela. Pardon pour cette digression, je vais répondre à Jean-Noël. Ce grain de folie, finalement, il nous a fait... Il est parti de l'idée que on avait l'intention, nous, de créer une société, bien sûr, pour... réussir, bien sûr, quand on avait besoin de dégager des bénéfices, de gagner de l'argent. Mais on s'est dit, on va aussi s'éclater, nous, et ça supposait que les gens chez nous soient heureux et ne nous regardent pas quand on prend l'ascenseur avec eux, quand on se croise à la cafétéria, comme un patron parmi d'autres. Et donc on a voulu faire de cette aventure et des nombreuses heures que l'on passe au bureau, des moments sympathiques avec des gens qui nous respectent. Ça, c'est le grain de folie. Après, découle beaucoup de choses. Et alors, à propos du classement en soi, donc c'est un classement où les entreprises font la démarche de venir elles-mêmes pour s'inscrire en fait au Great Place to Work, ou vous-même vous démarchez certaines entreprises qui vous semblent répondre aux critères de l'Institut Great Place to Work? Tous les cas de figure sont envisagés et envisageables, et nous sommes, je dirais, en alerte permanente. Alors, vous avez des entreprises qui vont venir à nous parce qu'elles vont avoir regardé votre émission, parce qu'elles vont avoir lu un article dans la presse, parce qu'un de leurs salariés va nous connaître et va proposer à sa hiérarchie de venir chez Great Place to Work. Et puis, moi, j'interviens dans beaucoup de manifestations, donc ça crée des contacts. Et puis, effectivement, je peux avoir des entreprises dont je vais lire quelque chose, un papier sur elles, et trouver intéressant. Et il m'arrive très souvent de faire un petit mot et d'écrire au dirigeant ou à la dirigeante de l'entreprise en disant écoutez, je trouve que vous faites des choses formidables, rencontrons-nous. Et donc, on est dans un process de rencontre, je veux dire, permanent. Et donc, celles qui viennent vers vous, finalement, c'est déjà des entreprises qui ont fait des efforts au niveau des ressources humaines et qui veulent le mettre en avant? Alors, celles qui viennent vers nous sont déjà des entreprises qui, d'un point de vue managérial, c'est un acte courageux. Donc, on a envie de se dire, nous, à un moment M, on a envie de voir comment on se situe par rapport aux meilleures entreprises où il fait bon travailler. Et ce sont des entreprises qui s'inscrivent dans une démarche dans la durée. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, elles ont la volonté de s'améliorer pour être réellement une entreprise où il fait bon travailler. Et alors, une question que je vous pose à tous les deux, le fait de mettre en avant le bien-être au travail, est-ce que c'est un moyen d'attirer les meilleurs candidats? Je vais laisser Edouard répondre et puis je donnerai mon avis après. Alors, j'ai répondu pour la première partie, ce qui nous avait motivé, nous, à titre personnel et égoïste, nous-mêmes, de se sentir bien et de se sentir respecté. Mais deuxièmement, oui, pour notre part, on est parti de rien il y a 8 ans et on est aujourd'hui plus de 1100 salariés, donc on a beaucoup recruté. Et pour cela, on avait besoin d'être attractif. Et on a commencé à avoir cette philosophie avant même d'ailleurs de connaître l'Institut. Et évidemment, le fait maintenant d'être reconnu par vous, Patrick, et par votre Institut, c'est un énorme plus. Alors, effectivement, je vais citer quelques exemples. On a parlé, par exemple, de PepsiCo. Je pourrais parler de Leroy Merlin,
et qui aujourd'hui, chez Leroy Merlin, beaucoup de gens qui postulent dans cette entreprise mettent en avant systématiquement le fait que Leroy Merlin est une entreprise où il fait bon travailler depuis 10 ans. Et donc c'est un critère pris en compte par les postulants. Mais c'est aussi très intéressant dans des entreprises de plus petite taille. J'aurais pu citer Octo Technologies qui a été 2 fois numéro 1 et numéro 2 ces dernières années et qui aussi a eu un appel d'air positif de candidats de valeur qui ont eu envie de le rejoindre parce qu'ils étaient identifiés très clairement comme une entreprise où il fait vraiment bon travailler. Et les entreprises récompensées, si je puis dire, par ce classement, elles créent des emplois? Est-ce que c'est un facteur de création d'emplois? Alors, nous avons fait une étude sur les 60 entreprises lauréates du palmarès 2014. 50 de ces entreprises avaient créé des emplois en 2013. Donc, ce qui est quand même énorme. Et sur l'ensemble des salariés de ces entreprises, on a vu une croissance de 7% des effectifs. Et alors, une dernière question sur le classement avant de revenir au bien-être au travail. Vous vous déplacez dans l'entreprise systématiquement? Systématiquement. Donc j'ai une équipe, nous sommes une petite vingtaine. Dès qu'une entreprise nous sollicite, nous nous déplaçons. J'ai même des collaborateurs qui vont dans les dom-toms. Donc c'est arrivé parce qu'on travaille avec des entreprises de ces régions. Et donc quel que soit l'endroit, quelle que soit la saison, et quel que soit le jour, peut-être pas le week-end parce qu'on est aussi une entreprise où il fait bon travailler, nous nous déplaçons systématiquement pour rencontrer les entreprises qui s'intéressent à nous. Alors à propos du bien-être au travail maintenant, quelle est la situation de la France? C'est une question que je vous pose à tous les deux parce que vous avez sûrement des réponses différentes étant donné vos parcours différents. Monsieur Mandelkern, est-ce que vous pensez que le bien-être au travail est suffisamment mis en avant en France ou est-ce que la France est un peu le mauvais élève? Je n'ai pas assez de points de comparaison. En tout cas, ceux que je connais, mais ça répondra mal à votre question parce que je ne connais pas assez le marché étranger. Je fais 2 constatations. D'abord, c'est que les entreprises qui sont généralement en tête dans les 5 premières du classement de l'Institut sont américaines pour la plupart. Américaines. Plus précisément. Donc c'est une culture, je pense, importée qui fait qu'elles sont, même si c'est la branche française de Pepsi ou de Microsoft, c'est une culture, je pense, importée. Donc ça tend plutôt à vous répondre oui, on est en retard en France. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a quand même un niveau de pression et de stress qui a, je pense, augmenté dans les 15 dernières années, me semble-t-il, en particulier dans la population des cadres. Et puis, ce que je connais, c'est-à-dire le secteur d'activité sur lequel nous sommes, le conseil, alors là on a des pratiques qui sont difficiles, qui sont dures, je pense, pour les salariés. Je pense en particulier aux consultants. Vous voulez dire que l'activité en soi est dure ou que la façon dont ils sont traités, souvent eux-mêmes disent qu'ils se considèrent, puisque j'en vois des salariés qui sont chez nos confrères, qui disent qu'ils se sentent considérés un peu comme des numéros et que finalement leur avis n'est pas tellement ni sollicité et quand ils le donnent pas pris en compte, qu'ils ne connaissent pour certains pas le nom de leur manager, qu'ils sont un peu dans un système de salariés Kleenex, si vous me passez l'expression. Bref, c'est un secteur qui est, je pense, particulièrement difficile. Ces salariés viennent chez vous, alors après peut-être postulent chez vous, vous les récupérez? Alors là, vous abordez un sujet délicat, mais il y en a, ça arrive. En tout cas, je serais très vexé si ça arrivait dans le sens inverse. Oui, ce que je comprends. Monsieur Dumoulin, un avis sur la situation de la France à propos du bien-être des salariés? Je crois que la moitié de des entreprises dans le classement sont quand même françaises. Alors cette année, sur les 60 entreprises lauréates, nous en avons 35. C'est la première fois qu'on a une majorité d'entreprises françaises aussi marquées. Alors si je compare avec d'autres régions, en particulier en Europe, très clairement, l'Europe du Nord est très en avance par rapport à la France. En ce qui concerne les États-Unis, ont parlé de bien-être au travail. Par exemple, Bill Gates avait déjà ce concept mis en avant dès le départ, dès la création de son entreprise. Alors, ça ne veut pas dire, on n'est pas dans le monde des bisounours, Edouard Mandelkern l'a dit. Je veux dire, la performance sociale, la performance économique sont souvent liées, le niveau d'exigence et d'engagement est fort, mais on peut faire différemment. Alors, en France, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être que les pouvoirs publics s'intéressent un petit peu plus près au bien-être au travail, parce qu'on a un écho à ce niveau qui est encore relativement
restreint, ou une écoute, dirais-je. Du reste, vous remarquerez, cher Patrick, que les services publics eux-mêmes sont peu candidats chez vous. Oui, absolument. Malheureusement. Absolument. Donc on a cette année, pour la première fois, une entreprise publique qui est rentrée, mais c'est une petite entreprise publique, c'est IDTGV qui est une filiale de la SNCF. Mais effectivement, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants ou de dirigeantes d'entreprises publiques. Il y a quand même une certaine frilosité à venir se mesurer à des entreprises privées où il fait bon travail. Oui, tout à fait. Et alors justement, donc, à part les entreprises publiques, il y a quand même 3 secteurs qui se dessinent dans le palmarès. Donc celle d'industrie manufacturière ou de grande distribution, celle du numérique et celle des entreprises, enfin des services aux entreprises, pardon, donc comme Davidson. Comment on peut l'expliquer que ces 3 secteurs fassent plus d'efforts que les autres pour le bien-être de ses salariés? Je vais peut-être laisser répondre. Pour le secteur du service aux entreprises, voilà, peut-être. Tout ce qui est conseil, et puis je donnerai un avis sur les autres secteurs. Monsieur Mandelken, alors. Sur les services aux entreprises, bon, ils sont très nombreux et peu comparables les uns aux autres. J'ai dit tout à l'heure quelle était l'ambiance générale dans les sociétés technologiques qui sont parfois appelées des marchands de viande, c'est vous dire à quel point c'est dégradé pour la majorité d'entre elles. Mais les sociétés qui figurent au palmarès, justement, sont des exceptions qui, du coup, se démarquent de leurs consoeurs. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire pour notre part à 180 degrés. Et donc pour les entreprises du numérique, où c'est peut-être plus la tendance, puisque les grands noms de numérique, pour ne pas les citer, communiquent énormément sur une ambiance plutôt cool de travail qui favorise la créativité. Oui, vous avez raison. On voit à qui vous faites allusion, mais on peut parler de Microsoft, on peut parler d'entreprises comme Cisco, mais moi je voudrais aussi parler de ces entreprises de la net économie, par exemple, Sarenza.com, Blablacar, Aramisauto.com. Alors Blablacar qui a obtenu chez Great Place to Work le prix spécial entreprise Fun et Performance, c'est ça? Oui, Fun et Performance, et vous avez raison de le rappeler, parce que les deux choses ne sont pas indissociables. Donc Fun, ça veut dire nous sommes dans une atmosphère sympathique, agréable, donc fun, PepsiCo, pardon, on avait déjà parlé il y a quelques années, et performance parce que on est aussi avec des gens qui sont business oriented, qui ont des objectifs à atteindre, et le fun permet d'être beaucoup plus efficace pour atteindre ces objectifs et développer l'entreprise. Et donc par rapport aux entreprises de produits de grande consommation ou de distribution, on a beaucoup de gens qui sont des employés ou des ouvriers, que ce soit chez Decathlon, chez Leroy Merlin, chez Kiabi, chez Electrodépôt, ou dans l'industrie manufacturière, que ce soit chez Hutin, Monsanto, Valrhona, Chris, Mars, donc on a beaucoup d'usines. Et c'est intéressant parce que ça prouve qu'au fond, être une entreprise où il fait bon travailler, ce n'est pas une question de taille, ni de secteur d'activité, ni de métier. C'est une question de volonté des dirigeants au sommet de faire en sorte que leurs salariés soient le mieux possible et donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'entreprise. Justement, je réponds, je rebondis là-dessus. Léon de Bruxelles vous demande, un salarié heureux est-il vraiment plus productif? D'abord, bonjour Léon ou bonjour au restaurant en question. Il est peut-être juste de Bruxelles, c'est peut-être Léon qui... Oui, non mais c'est pour ça. Voilà, je pense qu'il y a deux possibilités. Est-il plus productif? C'est pas évident, dans le sens où beaucoup, et je dirais la majorité, font le pari de l'inverse. Plus on met la pression sur les gens, plus on obtient de résultats. C'est assez vrai d'ailleurs, c'est assez, voire systématique dans les équipes commerciales. Les sociétés où il fait bon vivre, où les salariés sont bien traités, donc font un pari inverse, mais au fond, on ne sait pas mesurer ce qui est le plus rentable économiquement. En tout cas, on essaye de faire en sorte que les gens soient dans le meilleur cadre possible pour travailler. Un avis peut-être, monsieur Oui, alors, Dumoulin? Dans les entreprises où il fait bon travailler, ce qu'on constate, c'est que par exemple, le mot absentéisme n'existe presque pas. Donc il y a très peu d'absentéisme, peu de turnover, et on garde ses meilleurs éléments et on en attire d'autres. Alors après, sur la mesure de la performance économique individuelle, c'est pas parce que vous êtes dans une entreprise où il fait bon travailler que forcément tout va être parfait. Par contre, ce qu'on sait, nous, c'est qu'on va être avec des salariés qui vont donner leur maximum, sûrement plus et sûrement mieux.
Et s'ils donnent plus et mieux, ça sera bénéfique pour eux, pour l'entreprise et pour l'ensemble des gens qui travaillent. Alors on passe tout de suite maintenant aux conseils que nous pouvons donner aux candidats qui nous regardent avec la première rubrique, les postes à pourvoir. Alors Monsieur Mandelkern, quel poste proposez-vous chez Davidson Consulting? Beaucoup, nous on cherche principalement chez les consultants des chefs de projet, des gens qui s'intéressent à la maîtrise d'ouvrage, à la gouvernance. On pourrait citer tout ce qui tourne autour des technologies agiles, mais là il y a une foultitude et ça serait trop long d'en parler. On cherche également des managers, donc des gens qui ont envie finalement d'être un peu des chefs d'entreprise au sein de la structure Davidson. Et enfin, on cherche des associés, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque nous étendons notre implantation en France et aussi à l'étranger. On vient d'ouvrir à Bruxelles, justement. Peut-être que Léon sera Léon peut-être un postulant avec Léon. Oui, on se donne rendez-vous dans ce restaurant spécialisé. Et à Genève et à Dubaï, mais on a envie également de s'implanter dans de nouveaux pays, en particulier l'Allemagne. Donc on cherche des gens qui vont créer des filiales de Davidson. Donc des Français qui iraient les créer à l'étranger ou vous cherchez sur les différents marchés? Ou des Allemands en particulier pour l'Allemagne. Et quel type de profil recherchez-vous? Plutôt commercial, plutôt ingénieur, bac plus 5? Nous n'avons que des bac plus 5. Que des bac plus 5 ingénieurs. Et donc avec des gens qui auraient fait des stages au préalablement dans le consulting ou ça peut venir de parcours variés? Pas nécessairement. En fait, nous, on recrute beaucoup sur le profil, la personnalité des gens. On a besoin de gens qui, justement, détonnent, comme nous essayons de le faire nous-mêmes, sur le marché. Donc, détonnent, et je disais détonner, mais c'est pas un hasard, puisqu'on leur préconise de faire déjà un rapport d'étonnement lorsqu'ils arrivent en mission pour un de nos clients. Bref, des gens qui ont une originalité, une écoute et une capacité à gérer des projets. Et alors, une dernière question, quel salaire peut-on espérer en première embauche, donc en sortant de son bac plus 5? En sortant de son bac plus 5, ça dépend des régions, des pays aussi, mais globalement, on va se situer dans une fourchette de 30 à 36 000 euros. Monsieur Dumoulin, vous recrutez vous aussi à Great Place to Work, même si la structure est un petit peu plus petite. Vous recherchez quel profil pour quel poste? Alors, chez Great Place to Work, on recrute moins que chez Davidson Consulting, puisque nous sommes une petite vingtaine. Moi, ce qui m'intéresse en premier, c'est aussi un point commun peut-être qu'on a avec Davidson Consulting, sont des vraies personnalités. Alors, le niveau académique, bien sûr, plutôt des bacs plus 3, 4 et 5, mais nous, ce qu'on aime, c'est les vraies personnalités. Les gens bien élevés, parce que ça peut sembler un peu old-fashioned, mais les gens qui travaillent chez nous rencontrent au quotidien des dirigeantes et des dirigeants. Et quand vous avez 25 ans, c'est pas toujours évident d'avoir les qualités pour s'imposer en face de ces gens-là. Donc nous, on va recruter essentiellement des chefs de projet, c'est-à-dire qui vont être en charge du développement de nos clients. Et puis, on a lancé de la formation, on fait aussi de l'accompagnement, donc des consultants qui sont à même d'aider les entreprises à devenir de meilleures entreprises où il fait bon travailler m'intéresse. Et donc même question qu'à M. Mandelkern, parce que c'est une question qui intéresse beaucoup les candidats. Quel salaire peut-on espérer en première embauche? Alors, vous savez, moi j'ai un avantage sur tout le monde, c'est que je peux faire des benchmarks financiers extrêmement facilement parce que je connais les niveaux de rémunération dans l'ensemble des entreprises. Des différents donc secteurs. je me positionne comme Davidson, 30-36. Et puis après, ça dépend de l'expérience et de ce que la personne peut nous amener. Alors on passe à notre deuxième rubrique, les 3 conseils CV. Alors messieurs, quels seraient les 3 conseils que vous pourriez donner à un nouveau candidat, donc à un bac plus 5 qui sortirait de ses études, pour que son CV soit en haut de la pile, ou pour que son CV attire particulièrement votre attention? Faites court. Donc déjà, une page, ça suffit. Ensuite, sur le parcours académique, très franchement, on n'a pas besoin d'un développement extrême parce que quand on arrive à ce niveau, on sait à peu près ce qu'il y a derrière. Et puis, le troisième conseil, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre personnalité, dans vos passions, dans ce que vous avez déjà fait, qui sort un peu de l'ordinaire et qui va attirer notre attention. Ça, c'est important pour avoir des gens différents justement dans les équipes. Donc cultiver la différence, mais de manière succincte. Oui, absolument. Et vous, Monsieur Mandelkern?
Si on se met à la place du recruteur ou de celui qui lit le CV, finalement, on a une optique totalement différente que lorsqu'on cherche un emploi et qu'on se met devant son PC, devant la page blanche, pour l'écrire. L'optique, c'est finalement que le lecteur va retenir quoi? Une idée, 2 idées maximum sur un CV. Donc, mon premier conseil, ce serait de faire clair, simple, pas besoin d'être exhaustif. Mon deuxième conseil, ça serait de ne pas hésiter de faire part des centres d'intérêt, parce que c'est des choses où moi j'ai l'habitude de creuser la personnalité des gens. J'ai pas de troisième conseil. Pas de troisième conseil, très bien. Et donc, on passe tout de suite aux 3 conseils entretien. Et donc, même question, mais cette fois-ci sur l'entretien d'embauche. Monsieur Mandelkern, peut-être 3 conseils à donner à un candidat qui passerait un entretien face à vous? Le premier bateau, c'est être soi-même, parce que, évidemment, le jeu que l'on joue, c'est un jeu, l'entretien, mais finalement, il est intéressant également pour le candidat d'être tel qu'il est, quitte à ce que sa candidature soit rejetée, mais au moins, il n'aura pas perdu de temps. Le deuxième, c'est d'être dynamique. En tout cas, là, je parle à titre personnel. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait des volts, qu'il se passe quelque chose pendant l'entretien. Et puis, le troisième conseil, c'est de savoir un peu quand même où il veut aller. On parle de l'expérience passée, par définition, mais savoir aussi où il veut aller. Donc un plan de carrière ou au moins sur les prochaines années, un objectif? Je n'irai pas jusque-là, mais d'avoir une idée sur les 2-3 prochaines années. Et vous, Monsieur Dumoulin? Pour compléter ce que dit M. Mandelkern, je dirais 3 choses. La première, intéressez-vous à l'entreprise dans laquelle vous venez. D'expérience, et pas simplement chez Great Place to Work, mais dans des expériences précédentes. J'ai travaillé dans un grand groupe avec des marques prestigieuses. J'ai eu face à moi parfois des candidats qui ignoraient même les marques de l'entreprise. Bon, c'est quand même un petit peu gênant. La deuxième chose, restez cool, soyez calme et n'hésitez pas à faire un petit peu d'entretien, si c'est vos premiers entretiens, vous faire aider, vous faire coacher un petit peu pour arriver décontracté. On va pas vous manger. Et puis, la troisième chose, pensez que dans un entretien, vous allez voir des personnalités différentes, donc prenez le temps de les écouter et puis d'avoir un véritable échange constructif qui débouchera. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Dumoulin. Merci beaucoup, Monsieur Mandelkern. Merci à tous les internautes d'avoir suivi cette émission et on se retrouve mardi prochain à la même heure pour un nouvel numéro des Décideurs de l'Emploi.